Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à stopper net un régime kleptocrate et dictatorial dirigé et géré par une bande de malfaiteurs violents dans un pays d'Afrique centrale où les présidents de la République battent des records de longévité politique à coups de manipulation de constitution pour un énième mandat, d'élections truquées et de répression massive de leur population. Or, c'est l'exploit réalisé par un groupe de militaires mené par le chef de la garde présidentielle et ancien aide de camp tant d'Omar que d'Ali Bongo, Ondimba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, au moyen d'un coup d'État à la fois militaire et institutionnel le 30 août 2023, dans le cadre des élections générales, à la fois présidentielles, législatives et locales, du 26 août précédent au Gabon. Alors qu'il vient d'être désigné le 4 septembre 2023 président du comité pour la transition et la restauration des institutions, donc après le coup d'État CTRI, le général Oligui Nguema explique, en fait devant un parterre de personnalités du monde diplomatique et militaire au palais du bord de mer à Libreville, pourquoi son équipe a décidé de mettre fin subitement, le 30 août 2023 à 4h30 du matin, soit 18 minutes après la déclaration officielle par le Conseil des élections gabonaises, le CEG, de la nouvelle victoire d'Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle gabonaise, mettant ainsi un coup d'arrêt de 56 ans de règne sans partage de la famille Bongo, le père Omar, puis le fils Ali. Et je cite in extenso le général Oligui parce que pour comprendre la suite, je me dois de passer par là. Je le cite. « C'est vous les politiciens qui êtes responsables. C'est vous les organisations internationales qui êtes responsables parce que quand un chef prend la peine de tripatouiller la Constitution, vous ne faites rien. Vous ne condamnez pas. Quand il fait des élections tronquées, vous ne condamnez pas. Et après, quand les militaires s'interposent, on dit que c'est un coup d'État, et là, vous condamnez. Je n'ai pas le patronyme de quelqu'un. Autrefois, quand je lisais Machiavel, on disait que pour changer un système, il faut être dans le système. Et c'est quand on arrive au sommet qu'on le change. Donc ces idées, je les ai depuis. Et quand je vous entends parler, je me dis, est-ce que nous étions tous révolutionnistes à ce moment donné? Parce que quand vous me sortez que le référendum se base sur la Constitution de 1991, j'y ai pensé et je l'ai noté. Hier, nous avons échangé avec le clergé et pas mal de personnes. Le but pour nous est d'aller au plus vite, mais sûrement. Ce n'est pas organiser des élections dans le tas où on va se retrouver avec les mêmes erreurs, où les mêmes vont s'acoquiner au pouvoir, comme le disait Elan Nguema, et ça revient la même chose. Ce que nous venons de faire avec nos collègues, ça fait bouger les mentalités en Afrique. Et j'ai échangé avec certains en disant « c'est vous les politiciens qui êtes responsables. Vous n'avez pas condamné tout le mal qui a été fait pendant tout le processus électoral, comment ça a été élaboré. Pour un pays non expérimenté, on quitte une élection présidentielle à une élection générale et on mélange le tout dans un chaos. C'était ça le chaos et nous, militaires, on le voyait venir. Nous les voyions venir. Nous, en tant que chefs, nous ne sommes pas des politiciens. On a souvent alerté le pouvoir. Refaisons les choses comme avant. » Fin de citation. Ceci dit, on ne peut pas comprendre la trajectoire de ce coup d'État et de la mise en place d'une période de transition au Gabon sans faire un retour sur son contexte historique. Du coup, je vous propose un petit regard dans le rétroviseur politique gabonais qui a gouverné le Gabon jusqu'au 30 août 2016. L'image d'Épinal d'un Gabon rentier en pétrole, en manganèse et en bois, et donc richissime, dirigé par un Omar Bongo Ondimba,
charmeur devant l'Éternel, qui avait la réputation d'être loyal, fidèle et correct avec ses partenaires, à un président tout à fait fréquentable dans le contexte de l'époque, post-indépendance et guerre froide, un ami loyal et affiché de la France qui accède au pouvoir en 1967 à l'âge de 32 ans, grâce au général de Gaulle et à son conseiller Afrique, Jacques Foccart, auquel il doit tout. Omar Bongo avait aussi à la fois son côté chef de village, père d'une pléthore d'enfants, fait aux quatre coins du pays, et de son côté extrêmement généreux, distributeur de mallettes d'argent sonnantes et trébuchantes à celles et ceux qui venaient le solliciter, parmi lesquels pléthore de politiciens français, tous partis confondus. Le président Omar Bongo meurt en 2009, après plus de 4 décennies de règne autocratique au cours duquel il a officiellement remporté l'ensemble des élections qu'il a organisées, en 1993, 1998 et 2005. Cette disparition d'Omar Bongo offre soudainement la perspective d'une alternance politique, jamais réalisée depuis l'accession du Gabon à l'indépendance le 17 août 1960. En 2009, la transition politique prend la forme d'une bataille de succession sur fond de rivalité et de guerre fratricide, tant dans la famille Bongo et son clan qu'au sein du Parti démocratique gabonais, le PDG, parti unique créé par Omar Bongo en 1967. Un certain nombre de collaborateurs et de compagnons de route du défunt président Omar Bongo doutent des qualités et des capacités de son fils Ali, tandis que d'autres classiques du régime le soutiennent. À ce jeu politique de rivalité et de guerre fratricide pour la succession politique, et dans un contexte où l'opposition politique n'a absolument pas le temps de s'organiser ni même de réagir, Ali Bongo, avec le soutien incontestable des autorités françaises dont le président Nicolas Sarkozy, fut le plus habile à rassembler derrière sa candidature ceux qui étaient les vrais décideurs de ces élections. Ali, qui dans sa jeunesse se promettait une carrière de chanteur, succède à son père à la suite d'une élection jouée d'avance et entachée encore une fois de très forts soupçons d'irrégularité. Malgré ses promesses électorales de faire du Gabon un pays émergent, Ali Bongo le dénature complètement, politiquement, socialement et sociétalement. Il a d'ailleurs une pratique du pouvoir assez singulière. Si Ali Bongo a montré sa détermination à prendre la tête de l'État gabonais, il semble moins intéressé à le diriger effectivement. Sous sa présidence, ce sont ses conseillers, dont les plus puissants sont des étrangers, tels que son chef de cabinet, le béninois Maxent Acrom Messi, béninois quarantenaire, naturalisé gabonais, connu pour ses talents de guide spirituel auprès de lui, dirige de facto l'État gabonais, plaçant le président de la République, Ali Bongo, sous son influence. Un autre conseiller, le franco-gabonais Brice Farjon Lacruche Alianga, dit Bla, fait lui aussi une ascension météorique dans la galaxie présidentielle. Sans expérience de la gestion de l'État lui non plus, issu de la BGFI Banque, ce Français de 37 ans, originaire de Marseille et naturalisé gabonais, lui, se trouve en première ligne sur l'ensemble des dossiers et marginalise le Premier ministre et son gouvernement. Mais après l'accident vasculaire cérébral du président Ali Bongo à Riyad, le 24 novembre 2018, alors que l'opposition politique réclame à corps et à cri la vacance du pouvoir, la Cour constitutionnelle gabonaise, présidée par Mme Marie-Madeleine Morbansouo, dit 3M, une des compagnes d'Ali Bongo, originaire du Haut-Ogooué, le G9, manipule la Constitution en ajoutant dans son alinéa 13 un alinéa controversé prévoyant l'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Sur fond de rivalité à l'intérieur du clan Bongo, le fameux Bla régente l'État gabonais avec l'épouse du chef de l'État, Sylvia Bongo Valentin, avant d'être brutalement démis de ses fonctions le 2 décembre 2019, accusé de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux en bande organisée, et jeté en prison à Libreville, où il croupit encore aujourd'hui, étant entre-temps devenu fou. Le 5 décembre 2019, l'un des fils du couple présidentiel, Noureddine Bongo Valentin, est brusquement nommé coordinateur général des affaires présidentielles. C'est alors une régence mère-fils qui gouverne le Gabon. Pendant toutes ces années, le Gabon est un pays gangréné par la corruption, à tous les étages de l'appareil politico-administratif et militaire, où tout un chacun paraît être persécuté politiquement, lâchement assassiné, jeté dans les geôles de la prison centrale de Libreville pour un motif fallacieux et torturé d'une manière ou d'une autre, où des enfants ont été, dit-on, sacrifiés pour satisfaire des rites, où les enfants n'avaient pas de banc pour étudier à l'école. Bref,
Le Gabon est alors un véritable Far West en Afrique centrale. C'est ce que le général Oligui dit avoir voulu déconstruire, voire reconstruire, en fomentant son coup d'État militaro-institutionnel pour réapproprier le Gabon aux Gabonais. Je vais revenir aussi sur le processus électoral qui a été truqué en fait à toutes les étapes avant les élections. Donc il y avait eu des victoires volées déjà sur d'autres élections en 2009, mais surtout en 2016, où Jean Ping, qui avait été élu mais n'a jamais pu accéder au pouvoir. Donc les Gabonais et les Gabonaises, menés par des syndicalistes, des représentants de la société civile et une diaspora particulièrement dynamique, étaient cette fois-ci a priori extrêmement bien décidés à transformer cette nouvelle tentative d'alternance politique en un essai gagnant, tant pour l'opposition gabonaise, afin de pouvoir redéfinir du tout au tout la donne au plus haut sommet de l'État. Le leitmotiv des opposants était d'ailleurs du tout sauf Bongo. Pourtant, donc, en 2016, la victoire échappe à l'opposition. En 2023, il y a plusieurs tripatouillages qui sont organisés plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant les élections. D'abord, on revient à une élection à un tour, alors que juste après les élections de 2016, il y a un dialogue politique dit d'Agongé qui est organisé entre le régime d'Ali Bongo et une partie de l'opposition pour en fait instaurer un scrutin à deux tours. Ça avait été adopté, en fait c'est supprimé par le régime d'Ali Bongo peu avant les élections, alors même qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Ça c'est une chose. Ensuite, on décide à la dernière minute de faire un vote unique, c'est-à-dire on va voter en même temps pour les présidentielles et pour les législatives. On met le candidat présidentiel, le candidat aux législatives du même parti sur le même bulletin. Donc vous votez pour les deux en même temps, et sachant que pertinemment qu'il allait falsifier les résultats, en fait, comme ça, Ali Bongo s'arrogeait mécaniquement une majorité au Parlement. C'est d'ailleurs quelque chose qui avait décidé l'opposition, et notamment le principal parti, la plateforme Alternance 2023, à retirer ses candidats aux législatives pour se concentrer sur l'élection présidentielle, parce que s'il gagnait, il promettait de dissoudre l'Assemblée nationale. Ensuite, dans la diaspora, théoriquement, vous votez dans vos ambassades ou dans votre consulat, on décide à Paris de faire voter la diaspora gabonaise dans les mairies de la République française, dans le 6e et le 16e arrondissement, contrairement à la loi, au code électoral gabonais. Du coup, les Gabonais eux-mêmes y ont vu soit une véritable ingérence de la France, et encore plus, évidemment, un tripatouillage organisé. Les élections, elles se déroulent avec toutes ces falsifications, et il se passe 2-3 jours pour qu'on déclare les résultats. D'après les observateurs, en fait, il n'y avait pas eu vraiment... Alors, à la dernière minute, on a aussi on a empêché les observateurs étrangers. Il n'y avait pas un journaliste étranger qui est autorisé à transmettre pendant les élections. Et à l'issue des élections, par anticipation, le régime d'Ali Bongo ferme les frontières. Il déclare donc, l'opposition a quand même des observateurs localement qui estiment qu'ils ont un score entre 76 et 92%, mais c'est évidemment une estimation. Le 30 août 2023, à 4 h du matin, il y a une déclaration comme quoi Ali Bongo aurait gagné ces élections. Du coup, les militaires, en fait, ils ont eu à ce moment-là 2 options. Au moment des élections, leur première option, c'était d'obéir à un ordre de fraude électorale, de réprimer si nécessaire, et de laisser Ali Bongo prendre un 3e mandat. Ça, c'est ce qui s'était déjà passé en 2016. La deuxième option, c'était de restaurer le processus électoral en cours en s'alignant sur le candidat unique de l'opposition vainqueur, le professeur Albert Ondo Ossa. Et après leur coup d'État,
en fait, donc ils ont pas fait le premier choix et ils n'ont pas fait non plus le deuxième choix puisqu'ils n'ont pas reconnu Ondosa. Ils ont fait un troisième choix, c'est de faire un coup d'État. Et au moment de ce coup d'État, ils ont aussi eu trois choix, enfin juste après. Garder tout le pouvoir pour eux, en toute bonne dictature militaire qui s'assume. Deuxième option, remettre immédiatement le pouvoir à un président de la République civil, ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils ont demandé aux candidats qui se pensaient vainqueurs, en fait, de ne pas aller plus loin. Et troisième option, de partager le pouvoir en faisant appel à un maximum d'acteurs dans un contexte de zéro mort et de respect de la dignité des gens qui leur semblait porteur d'espoir. En fait, c'est cette option-là qu'ils ont choisie parce qu'ils voulaient... c'est en écho en fait avec les élections de 2016. Il faut que je précise qu'il y avait une répression sanglante en fait quand du QG en fait du candidat de l'opposition après le résultat des élections. Et donc ça avait porté ça avait donc choqué évidemment le pays pendant plusieurs années. Donc il voulait absolument éviter ça. Et le fait que la diaspora, la société civile se soient investis pendant des années suite à cette crise post-électorale, en fait, ils voulaient leur vouer une certaine reconnaissance. Et donc, il a procédé, d'abord il a été donc déclaré président du comité de transition par ses comparses. Ensuite, il a nommé le 7 septembre donc un Premier ministre, Raymond Ndong Sima. Alors, il est très connu au Gabon. Donc, ça a été un classique du régime. Comme tous, ils ont beaucoup transhumé dans tous les sens. Il a été Premier ministre d'Ali entre 2012 et 2014. Il avait à son actif réussi à mettre fin aux arriérés de salaire de la fonction publique au Gabon. Et c'était vraiment un épineux dossier. Donc ça, tout le monde s'en souvient. Et donc, il a décidé de nommer Premier ministre. Ensuite, tout ça apparaît comme un zéro faute. Ceci dit, il a commencé à y avoir une sorte de petit couac, entre guillemets, au moment en fait où ils ont nommé le gouvernement. Parce qu'en fait, dans ce gouvernement, on retrouve un certain nombre de caciques de l'ancien PDG. Il y a très peu de gens de l'opposition. Il y a très peu de gens de l'opposition. C'est surtout des gens qui viennent issus de la diaspora, qui n'ont jamais occupé des positions de ministres. Et c'est aussi... il y a quelques éléments en fait qui posent problème parce que la société gabonaise est meurtrie sociétalement et socialement. C'est qu'il y a certains qui ont été qui ont fait partie de cette gang de malfaiteurs et qui occupent encore des postes même sous ce régime. Voilà, mais il a ses raisons qu'on peut probablement expliquer. Alors, comment en fait on interprète ce coup d'État? En fait, techniquement, les militaires ont pris le pouvoir à Ali Bongo. Ils l'ont pris à Ali Bongo, ils ne l'ont pas pris au candidat unique de l'opposition, qui ne pouvait finalement revendiquer aucune victoire, puisque aucune administration, aucune institution officielle ne lui avait reconnu. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les militaires, ils ont voulu remettre les pendules à zéro, remettre la balle au centre du jeu politique gabonais. Désormais, il n'y a plus ni majorité ni opposition. Cette transition est dans les mains, en fait, beaucoup donc, de concertation avec la société civile, avec les partis politiques de l'opposition, mais aussi les religieux. Mais ceci dit, donc, il y a quelques critiques par rapport aux nominations qu'il aurait pu faire. Et la deuxième chose, et pas des moindres, c'est qu'il s'est octroyé la possibilité de se représenter en fait aux prochaines élections présidentielles. Et ça, c'est
pas un bon signe en matière de retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'en général, on attend de ce type de processus, et c'est un peu la norme dans la communauté internationale, de ne pas pouvoir se représenter aux prochaines élections. Je m'arrêterai là parce que je n'ai pas plus de temps. Merci beaucoup.